D'une vidéo à l'autre, je décortique un petit peu plus certaines mécaniques internes, pour ainsi dire. Et dans cette présente vidéo, je vais vous parler de l'anatomie de la conscience humaine. Ce que j'appelle ainsi, anatomie de la conscience humaine. C'est, d'un certain sens, comment c'est fait à l'intérieur de nous. Et comment ça se structure. De telle sorte qu'on sache un petit peu en présence de quoi on se trouve, bref. Okay? Alors, point de départ, le corps. Ai-je un corps? Oui, j'ai un corps, vous avez un corps, ok. Et ce corps a, pour ainsi dire, un cerveau qui, lui, a comme produit subtil, déjà, s'en allant au-delà de ce qui est ici visible, le mental. L'intellect, c'est la même chose, mental-intellect. Et ce mental ou cet intellect est dépendant du corps. Okay? Si je me fais arracher la moitié du cerveau, ce qui serait à tous égards pas souhaitable, ceci va-t-il affecter mon intellect? Oui, ok? Bref, tout mon corps va affecter mon intellect. Si mon cœur arrête de battre, ok, on aura compris. L'intellect est dépendant du corps. Ce même intellect peut être évidemment optimisé en optimisant la santé du corps. Le plus je fais la vie dure à mon corps, des carences en vitamines, en nutriments, en eau, le plus je subis des chocs, donc des micro-commotions cérébrales ou de bonnes commotions cérébrales, tout ça, et plein d'autres choses, le sommeil et le stress et les traumatismes et j'en passe, affectent le mental. Comme on dit, un cerveau en santé procède généralement à des décisions en santé. Et voilà, que j'ai maintenant corps et intellect. Cet intellect génère des... Bon, non, avant que je dise ça. Cet intellect a comme tel des croyances qui sont entrées dedans. Ce sont des conclusions. Des conclusions qu'il a tirées depuis très longtemps. Ou, voire même des conclusions qui sont, pour ainsi dire, amenées dans le corps avec notre conscience immatérielle qui est dedans. Qui, elle, entre dedans lorsqu'on est dans le ventre de notre maman. Cette conscience immatérielle a déjà tiré beaucoup de conclusions, pour ainsi dire. Certaines vont être réactivées, d'autres mises de l'avant, d'autres renforcées, d'autres laissées de côté temporairement, et blablabla. C'est ce qu'on appelle les croyances. Et alors qu'on va grandir, on va continuer à élaborer notre système de croyances. Qui sont nos conclusions au final? Ceci est cela est Mais dans la manière avec laquelle c'est placé en dedans de nous, c'est pas des pensées, des croyances. C'est comme pour ainsi dire des pensées qui sont passives, qui sont pas activées. Ça ne se touche pas comme tel intellectuellement la croyance, si ce n'est que par l'interface des pensées. Sinon, intellectuellement, on peut pas conscientiser au-delà des pensées. La pensée étant le produit actif, visible et extériorisable du mental. Mais avant qu'on en arrive à, comme telle, une pensée, il y a la croyance qui est là. Relation intime entre les deux. Relation intime entre les deux. Lorsque la pensée est satisfaite, elle donne une émotion positive. Lorsque la pensée est insatisfaite, elle donne une émotion négative. Pas plus mystique que ça, l'émotion, ok? Pas plus mystique que ça, pas plus compliqué non plus. Les pensées peuvent-elles être inconscientes? Oh, certes, beaucoup. La majorité de nos pensées sont inconscientes. Pensez-vous vraiment que vous allez dire, alors là, j'ai une pensée de ceci et de cela entre 50 et 60 000 fois par jour? Non! Le gros des pensées, ça passe, alors qu'il y a d'autres pensées qui attirent notre attention et ça glisse et on les mentalise pas. Elles sont là, mais elles sont pas tout à fait conscientes, pour ainsi dire, pour mieux dire peut-être. Ce qui fait que ceci nous amène tout plein d'émotions que l'on comprend pas toujours. Parce que les pensées qui
qui les ont générés ne sont pas toujours conscientisés. Lorsque notre mental, notre intellect, amalgame émotion et pensée, émotion et souvenir, souvenir étant fait de pensée, mémoire étant fait de pensée, lorsqu'on amalgame pensée et émotion, on est dans la sphère de l'imagination. C'est ça l'imagination. On est incapable d'imaginer ce qu'on n'a pas déjà, d'un certain sens, en dedans de nous. Oui, on peut imaginer en tant que forme extérieure de nouveaux produits, en amalgamant d'une nouvelle manière, en amplifiant ceci, en réduisant cela, en mettant plus de ci, moins de ça, et en collant tout ça ensemble. Wouh! On arrive à faire un truc que dans la forme extérieure, on n'a jamais vraiment vu. Toutefois, c'est rétroactif. C'est comme au sens où, pour faire une recette à la maison, je dois nécessairement déjà, au préalable, avoir l'ingrédient. Même si je fais une nouvelle recette, dans la recette que je viens juste d'inventer, il n'y a pas vraiment de nouveaux ingrédients. Okay? C'est, pour ainsi dire, rétroactif. Et ceci nous amène à la limite du fonctionnement du mental. Au-delà de l'imagination, ça va pas plus loin. Et là, il y a comme, pour ainsi dire, un plafond. On peut le dire comme ça. Si on veut le voir de manière verticale. Un plafond. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ça? Il y a notre nature véritable et cette conscience immatérielle qui est là. Qui peut être complètement, pour ainsi dire, déconnectée de ce qui se produit ici si le mental est trop fort. Parce qu'il prend toute la place. C'est les pensées, c'est les conclusions issues de ce qui est rationnel, visible, mesurable, perdu dans la matière. Dominé par l'intellect. L'esprit ou la nature intérieure n'a plus de place pour faire entendre sa voix. N'a plus, ne participe plus aux décisions. Et ça, c'est extrêmement triste pour la nature humaine puisque ceci amène à gâcher littéralement son existence. Puisque l'intégralité de son existence, ou presque, est établie à côté de l'aspiration réelle de notre nature intérieure. Parce qu'elle ne communique plus vraiment, c'est bloqué le chemin, il y a trop de pensées. L'intellect a pris le dessus. Et ça, c'est triste, d'un certain sens. C'est certes un chemin d'évolution, mais c'est très pénible. Alors, si le corps, qui lui, j'ai oublié de le dire, a tout de même ses instincts comme tels, donc ses exigences animales, pour ainsi dire, et son intellect, si tout ceci fonctionne sans l'inspiration de la nature supérieure, c'est le chaos. C'est là qu'on va vraiment s'enfoncer dans science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parole populaire de sagesse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Toutefois, l'intégralité de ces produits-là, le corps, les instincts, l'intellect ainsi que ses croyances et ses pensées, ainsi que l'imagination qui en découle, tout ça peut être éclairé par la conscience supérieure qui, elle, peut revenir aux commandes de l'appareil. Ce qui est fascinant, parce que lorsque notre nature supérieure, ou autrement dit, notre esprit immatériel, revient aux commandes de l'appareil, alors là, ça commence à être vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Les décisions deviennent de plus en plus éclairées. Les pensées deviennent des pensées sur lesquelles on peut s'y fier. Les émotions correspondent aux intuitions que l'esprit envoie dans l'intellect, que l'intellect, parce qu'il redevient un bon outil, capte et mentalise. Bref, on est orienté par notre nature supérieure. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est là que, en tant qu'être humain incarné, corps de chair, réalité de la matière, alors qu'on est dans cette réalité bien matérielle, dense, tout au moins pour une partie, c'est là que simultanément, on se rend compte que
mais c'est pas tout ce qui existe. Ou autrement dit, je ne suis pas contraint juste dans cette matière la plus pesante ou à peu près. Mon esprit a cette capacité de se délier volontairement et à volonté de cette, pour ainsi dire, ultime restriction de l'espace et du temps. Mon esprit ou ma conscience intérieure peut se délocaliser alors que mon corps reste à un endroit précis et que c'est facile et que ça se fait volontairement et à volonté et que je suis pas lié uniquement aux perceptions que j'ai ici. Si je délocalise ma conscience, je vais avoir des perceptions ailleurs en simultané. Je me rends compte que dans cet univers, ce qui est matériel est vraiment pas uniquement ce qui existe. Et ainsi de suite, quoi. Qu'il y a diverses formes de guidance hautement utiles à prendre conscience, etc., etc., que je peux être inspiré par elles, que je peux donc procéder à des décisions claires par rapport non pas uniquement à mes besoins terrestres du moment, à mes instincts du moment, mais en plus, je peux prendre des décisions au service de mon bonheur parce que c'est des décisions qui découlent d'une aspiration de mon être profond. Je peux aligner donc ce que je fais dans la matière avec ce que je veux réellement spirituellement, etc., etc. C'est là que mon intellect, ses pensées, ses croyances, son imagination peuvent devenir inspirés parce qu'ils ne sont plus laissés à eux-mêmes. Et alors, la vie goûte beaucoup meilleur, pour ainsi dire. C'est comme si on avait cette joie qui passait à travers de nous, cette gratitude d'exister, cette confiance qui est là, cette paix. Oh, ça peut nous amener certains autres soucis aussi, évidemment, puisqu'on est ouvert à plein d'autres réalités, mais pour rien au monde, on renverserait la vapeur pour revenir à l'ancienne réalité restreinte, puisque le plus on progresse naturellement dans ce chemin-là, le plus on est en contrôle de notre vie. Le plus on sent et on perçoit qu'on a suffisamment de force intérieure pour s'opposer à tout ce qui nous plaît pas intérieurement. Et la vie devient bonne, quoi. Je vous laisse avec ces pensées.